Après 7 ans, ma femme a trouvé son grand amour, un homme simple, car l'argent ne la rendait pas heureuse. J'ai demandé à mon avocat d'annuler ses cartes, de couper l'argent pour sa mère et de la retirer de l'acte de propriété. Elle a vite appris le prix de ses choix. Mon nom est Marc, 46 ans, et voici l'histoire de la femme qui avait juré de m'aimer, qui a tenté de prendre tout ce que j'avais bâti de mes propres mains et qui a fini par perdre même ce qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Mais laissez-moi commencer par le début, car pour comprendre ce que j'ai fait ce dimanche-là, il faut d'abord comprendre qui je suis et surtout qui elle était. Je ne suis pas né riche. Je suis né dans un quartier modeste, fils d'un maçon et d'une cuisinière qui travaillait dans une cantine industrielle, debout dès 5 heures du matin, nourrissant plus de 200 ouvriers chaque jour. Ma mère rentrait à la maison sentant le ragoût et l'épuisement, les mains gercées, et pourtant elle trouvait encore la force de vérifier mes cahiers d'école. Mon père m'a emmené sur les chantiers dès l'âge de 12 ans. Il m'a appris à mélanger le ciment avant de m'apprendre à faire du vélo. Et il m'a appris quelque chose de plus important que n'importe quel métier. Il m'a appris que la valeur d'un homme réside dans sa parole et son travail. À 25 ans, j'ai fondé ma propre entreprise de construction. J'ai commencé avec un vieux camion, 2 employés et une dette de 15 000 € qui me tenait éveillé toutes les nuits. Je travaillais les samedis, les dimanches, les jours fériés. Je dormais dans des conteneurs de chantier. J'ai mangé du pain et du café pendant des mois pour payer les salaires de mes employés avant les miens. Il y a eu des semaines où je ne savais pas si j'allais pouvoir maintenir les portes ouvertes. 20 ans plus tard, cette petite entreprise est devenue une société de construction respectée avec plus de 180 employés, des projets dans 3 villes et des contrats dépassant les 2 millions d'euros par an. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce que chaque brique de cette entreprise porte gravée ma sueur, mes nuits blanches et les sacrifices de mes parents. Mais la vie ne m'a pas seulement fait payer par le travail. Elle m'a fait payer par la douleur. Ma première femme est décédée il y a 11 ans. Une maladie qui l'a emportée en 8 mois. J'étais à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, lui tenant la main dans cette chambre d'hôpital. Quand elle est partie, quelque chose en moi s'est éteint. Je me suis réfugié dans le travail comme quelqu'un qui se cache de la vie. Pendant 4 ans, ma routine était le bureau, les chantiers et une maison vide qui me faisait plus mal que n'importe quelle dette. Et puis Sophie est apparue. Je l'ai rencontrée lors de l'inauguration d'un bâtiment que mon entreprise avait construit. Elle travaillait pour l'entreprise événementielle qui organisait la cérémonie. Je me souviens qu'elle portait une robe rouge et un sourire qui illuminait toute la pièce. Elle s'est approchée de moi, un verre à la main, et a dit « Vous devez être l'homme qui a construit tout ça ». Et moi, qui n'avais pas regardé une femme depuis 4 ans, j'ai senti mon cœur battre à nouveau. Sophie avait 32 ans à l'époque. Elle était charmante, attentive, amusante. Elle savait écouter comme personne d'autre. Lors de nos premiers rendez-vous, elle me disait qu'elle admirait les hommes qui s'étaient faits seuls, que son père avait aussi été un travailleur acharné, qu'elle valorisait la simplicité par-dessus tout. La simplicité, quel mot curieux. Souvenez-vous car il va réapparaître dans cette histoire d'une manière inattendue. Nous nous sommes mariés 1 an et demi plus tard. J'étais amoureux comme un adolescent. Je lui ai acheté un appartement dans le quartier chic de la capitale. J'ai mis son nom sur l'acte de propriété à côté du mien parce que pour moi, le mariage, c'était partager tout. Je lui ai ouvert des cartes de crédit sans limite. Quand sa mère, Denise, a eu besoin d'une opération de la hanche qui a coûté 38 000 €, j'ai payé sans sourciller. Quand la nièce de Sophie a voulu étudier dans une université privée, j'ai couvert la totalité des frais de scolarité pendant 4 ans. Des voyages en Europe, des bijoux, une nouvelle voiture tous les 2 ans. Je ne lui ai jamais rien refusé, ni à elle ni à sa famille. Et je ne le faisais pas pour me montrer. Je le faisais parce que c'est ma conception de la famille. Prendre soin, protéger, donner sans compter. C'est comme ça que mes parents m'ont élevé. Ayant si peu, ils partageaient toujours leur assiette avec quiconque frappait à la porte. Les premières années ont été bonnes, ou du moins je le pensais. Sophie m'accompagnait aux événements, souriait sur les photos, m'embrassait devant tout le monde. À la maison, elle était attentive, affectueuse. Elle me faisait sentir que la vie m'avait donné une seconde chance. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits changements, des détails qui semblaient insignifiants à l'époque, mais qui aujourd'hui, avec le recul, étaient des signes qui hurlaient en silence. Il y a environ 2 ans, Sophie a découvert le yoga. Au début, ça me semblait bien.
Elle allait au cours le mardi et le jeudi, puis elle a ajouté le samedi, puis des retraites d'un week-end entier à la montagne où il n'y avait pas de signal de téléphone portable. Elle revenait de ces retraites, différentes, distantes, comme si elle vivait sur une autre fréquence. Son téléphone portable, qu'elle laissait partout dans la maison, a commencé à être toujours posé face contre terre, toujours avec un nouveau mot de passe. Si je m'approchais pendant qu'elle tapait, elle verrouillait l'écran d'un mouvement rapide, presque instinctif. Elle a commencé à utiliser des mots qui n'existaient pas dans son vocabulaire auparavant. Énergie, vibration, connexion spirituelle, détachement matériel. Un jour, pendant le dîner, elle m'a regardé attentivement et a dit « Marc, tu ne sens jamais que l'argent contamine l'âme ?» J'ai ri. J'ai répondu que l'argent qui contaminait l'âme était le même argent qui avait payé l'opération de sa mère et la retraite de yoga de ce week-end, qui, soit dit en passant, coûtait 200 €. Elle n'a pas ri. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. C'était du mépris. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est allumé. Une alarme silencieuse. La même intuition qui m'avait tant de fois sauvé en affaires. Cette voix intérieure qui reconnaît le danger avant qu'il n'apparaisse a commencé à me chuchoter « Fais attention, Marc. Fais attention. » Et j'ai fait attention. Ce que j'ai découvert dans les mois suivants était bien pire qu'une trahison. Car une trahison brise le cœur. Mais ce qu'elle et son grand amour préparaient visait à détruire tout ce que ma famille avait construit au fil des générations. Ils ne voulaient pas de mon mariage. Ils voulaient mon entreprise. La première règle que j'ai apprise en construction est que les fissures n'apparaissent jamais soudainement. Quand vous voyez une fissure dans un mur, le problème a commencé bien plus tôt dans les fondations, en silence, là où personne ne regarde. C'est exactement la même chose avec les mariages. Après ce dîner, celui où l'argent contamine l'âme, j'ai commencé à regarder ma femme avec des yeux différents, non pas avec jalousie, mais avec attention. Il y a une énorme différence entre les deux. La jalousie crie, fait des scènes, vérifie secrètement les téléphones portables. L'attention est silencieuse. L'attention prend des notes. Et j'ai pris note de tout. J'ai pris note que ses cours de yoga du samedi duraient maintenant 6 heures. Elle partait à 9 heures du matin et revenait à 15 heures avec des cheveux parfaits, un maquillage impeccable. J'ai fait de l'exercice toute ma vie. Personne ne sort de 6 heures d'activité physique avec un maquillage impeccable. J'ai pris note qu'elle a commencé à prendre soin de son corps avec une nouvelle application, des crèmes importées, des traitements et une nutritionniste. Tout payé, bien sûr, avec les cartes que je ne vérifiais jamais. Et je veux être honnête, ça ne me dérangeait pas qu'elle prenne soin d'elle. Ça me dérangeait qu'elle ne s'habille plus pour moi. Quand nous sortions ensemble, elle s'habillait simplement. Quand elle allait à ses retraites spirituelles, elle avait l'air prête pour une couverture de magazine. J'ai pris note des appels qui se terminaient quand j'entrais dans la pièce, des sourires dirigés vers l'écran de son téléphone, des nuits où elle se couchait en me tournant le dos, et je restais là, les yeux rivés au plafond. Me demandant à quel moment la femme qui dormait à côté de moi était devenue une étrangère. Mais il y avait un détail, un seul, qui a déclenché toutes mes alarmes d'entrepreneur et qui n'avait rien à voir avec la romance. C'était un mercredi soir. J'étais dans mon bureau en train de réviser des contrats et Sophie est entrée avec 2 tasses de café. Elle s'est assise en face de moi, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois, et a commencé à me poser des questions sur l'entreprise, mais pas des questions normales d'épouse, des questions spécifiques. Marc, une entreprise de construction est-elle à votre nom, ou est-ce un partenariat? Et s'il vous arrive quelque chose, qu'arrive-t-il à tout cela? Est-il vrai que les entreprises valent plus que les actifs? J'ai entendu ça dans un podcast. Un podcast. Ma femme, qui en 7 ans n'avait jamais demandé combien d'employés nous avions, écoutait maintenant des podcasts sur les structures d'entreprise. J'ai répondu par des généralités, souriant à l'extérieur et glacé à l'intérieur. Elle a insisté un peu plus avec cette douceur calculée que je reconnais maintenant comme du poison en petites cuillerées. C'est juste que je m'inquiète pour toi, mon amour. Tu travailles tellement. Je veux juste comprendre comment tout fonctionne au cas où tu aurais besoin que je t'aide. M'aider, souvenez-vous aussi de ce mot. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à mon père qui disait, « Mon fils, quand quelqu'un qui ne t'a jamais interrogé sur ton argent commence à le faire, ce n'est pas de la curiosité, c'est un inventaire. » Et pendant ce temps, en parallèle, l'univers spirituel de Sophie continuait de grandir.
C'est à cette époque que j'ai entendu pour la première fois le nom qui allait changer ma vie, Laurent. Elle l'a mentionné négligemment un dimanche pendant le déjeuner. Le professeur Laurent dit que les personnes attachées aux choses matérielles vivent avec des âmes malades. Puis un autre est venu. Laurent dit que la vraie abondance ne se mesure pas en compte bancaire. Et un autre, Laurent dit qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Laurent a dit beaucoup de choses et ma femme les a toutes répétées avec la dévotion de quelqu'un qui récite des écritures sacrées. Un jour, je lui ai demandé avec tout le calme du monde, et qui est exactement ce Laurent? Elle n'a même pas cligné des yeux, c'est mon professeur de yoga. Un homme incroyable, Marc. Simple, humble. Il vit avec presque rien et c'est la personne la plus heureuse que je connaisse. Tu devrais le rencontrer. Ça te ferait du bien. Simple, humble. Ce mot était à nouveau là, défilant dans ma maison comme s'il était nouveau. Et voici quelque chose que je dois avouer car cette histoire n'a de sens que si je suis complètement honnête avec vous. Pendant un certain temps, j'ai douté de moi. Je lui ai demandé si j'étais le problème, si je travaillais trop, si j'étais devenu ennuyeux, prévisible, vieux. J'avais 46 ans et je me regardais dans un miroir cherchant le coupable. C'est ce que font les hommes honnêtes quand quelque chose se brise. Ils se vérifient en premier. Et c'est exactement ce dont profitent les gens comme Sophie et Laurent. Notre décence, notre habitude d'accorder le bénéfice du doute. Mais mon doute a pris fin un jeudi d'octobre. Ce jour-là, un client a annulé une réunion et j'ai quitté le bureau plus tôt. J'ai décidé de passer au centre commercial pour acheter du parfum à Sophie. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, au milieu de tous mes soupçons, j'essayais encore de sauver mon mariage. Je pensais encore que la distance entre nous pouvait être comblée par des gestes, des détails, de la patience. Et puis je l'ai vue. Elle était assise sur la terrasse d'un restaurant du centre commercial, à une table isolée. Elle n'était pas seule. En face d'elle se trouvait un homme d'environ 40 ans, chemise en lin, collier de perles en bois. Ce look soigneusement négligé de quelqu'un qui investit beaucoup d'argent pour paraître indifférent à l'argent. Je ne les ai pas vus s'embrasser. Ce n'était pas nécessaire. J'ai vu quelque chose de pire. J'ai vu ma femme lui remettre une pochette de documents, et j'ai vu l'homme l'ouvrir, la réviser attentivement, hocher la tête et la ranger dans son sac à dos en toile artisanale. Les couples qui se cachent dans les restaurants se tiennent la main, se regardent dans les yeux, volent des baisers. Ils n'échangent pas de pochettes de documents comme s'ils étaient en réunion de conseil d'administration. Je suis resté figé derrière une colonne, mon cœur battant dans ma poitrine et une phrase de mon père résonnant dans ma tête, le danger n'arrive jamais déguisé en danger. Je n'ai pas acheté de parfum cet après-midi-là. Je suis retourné à ma voiture, me suis assis au volant et suis resté là, immobile pendant près d'une heure. Et dans ce parking sombre, j'ai pris la décision qui a changé le cours de cette histoire. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire une scène de feuilleton en la confrontant ce soir-là. Car celui qui confronte sans preuve donne à l'ennemi la carte de ses soupçons. J'allais faire ce que je fais le mieux, étudier le terrain avant de construire, observer, documenter, attendre. Il pensait chasser un mari aveugle et épris. Il ne savait pas qu'à partir de ce jeudi, le mari avait commencé une chasse. Ce que je ne savais pas encore, c'est que la pochette que j'avais vue cet après-midi-là contenait des copies de documents de ma propre entreprise et que la personne qui allait me le révéler travaillait avec moi à 10 mètres de mon bureau depuis 15 ans. Il y a une version de moi qui est morte dans ce parking du centre commercial. Le Marc qui donnait tout sans poser de questions. Celui qui faisait confiance les yeux fermés et restait assis dans cette voiture pour toujours. Celui qui a démarré le moteur et est rentré chez lui était un autre homme. Cette nuit-là, Sophie est arrivée à 20h, m'a embrassé sur la joue, m'a dit qu'elle avait été au centre de méditation pour aider à organiser un événement caritatif, et m'a demandé si je voulais des pâtes ou du poulet pour le dîner. Des pâtes ou du poulet. Avec la même bouche qu'elle m'avait menti. Et j'ai souri et j'ai dit, les pâtes, c'est bien, mon amour. Parce que c'était ma première décision stratégique, ne rien changer du tout. Ni mon ton de voix, ni ma routine, ni mes gestes d'affection. Un homme d'affaires apprend que l'information est un pouvoir, mais seulement si l'autre partie ne sait pas que vous la possédez. Si Sophie se doutait que je me doutais, tout serait caché plus profondément. J'avais besoin qu'il se sente à l'aise, qu'il se sente en sécurité. Les poissons ne sortent que s'ils pensent que l'eau est calme.
Le lendemain, j'ai commencé à travailler en silence. La première chose, c'était l'argent. Je ne pouvais pas vérifier le téléphone portable de Sophie, mais je pouvais vérifier quelque chose qui était légalement à moi. Les relevés des cartes que je payais. Je ne les regardais jamais en détail. Pourquoi le ferais-je? Je n'étais pas de ces maris qui auditent leurs femmes. Eh bien, je me suis assis un samedi matin pendant qu'elle était à son cours de yoga et j'ai téléchargé les 18 derniers mois. Ce que j'ai trouvé était une radiographie de la trahison. Des frais de restaurant au nord de la ville. Toujours le mardi et le jeudi. Toujours des tables pour deux avec des factures de 90 €, 120 €, 150 €. Une bijouterie pour hommes et une montre à 1800 € que je n'ai jamais reçue. Un magasin de vêtements pour hommes, des chemises en lin, bien sûr, 340 €. Des réservations d'hôtels-boutiques à la montagne, coïncidant exactement avec les week-ends de ces retraites spirituelles sans signal de téléphone portable. La plus récente, une suite à 800 € avec petit déjeuner inclus. Ma femme finançait sa romance avec mes cartes de crédit. L'homme simple et humble qui méprisait les choses matérielles portait du lin importé et dormait dans des hôtels-boutiques payés par le mari de sa maîtresse. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai enregistré chaque document dans un dossier numérique protégé par mot de passe. J'ai fait des copies et je les ai envoyées à une adresse email que j'ai ouverte exclusivement à cette fin. Première leçon de construction, tout documenté. Parce que le papier retient ce que la mémoire lâche. Mais il me restait à comprendre le plus important. Qui était Laurent? Parce qu'un amant opportuniste était une chose. Et ce que mon instinct me criait depuis la nuit des questions sur mon entreprise en était une toute autre. J'ai engagé un détective privé. Son nom était, eh bien, son nom n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce qu'il m'a livré 3 semaines plus tard dans une enveloppe jaune dans un café loin de mon bureau. Laurent n'était pas un professeur de yoga. Ou plutôt, il ne l'était que depuis 3 ans. Avant cela, Laurent avait été agent immobilier pendant 12 ans, et pas n'importe quel agent, un dont la licence avait été révoquée pour irrégularité et opération avec des actifs de tiers. L'enquêteur a été plus clair, cet homme a été impliqué dans 2 plaintes pour gestion frauduleuse d'actifs dans des procédures de divorce. Aucune n'a abouti faute de preuves, mais le modèle existe. Le modèle. Laurent s'était spécialisé dans quelque chose de très spécifique, apparaître dans la vie de femmes mariées à des hommes riches, les envelopper dans son théâtre spirituel, les convaincre que leur mariage les emprisonnait et les guider vers des divorces où lui, en bon ex-agent, savait exactement quels actifs attaquer et comment. Et il y avait autre chose dans cette enveloppe, quelque chose qui m'a glacé le sang. Des photographies de Laurent sortant d'un bâtiment du centre-ville. L'enquêteur avait noté les visites enregistrées au cabinet d'expertise comptable au cours du dernier mois. Et savez-vous ce qu'un professeur de yoga faisait en visitant des comptables? Je ne le savais pas encore non plus. La réponse est venue d'où je m'y attendais le moins. Sandrine travaille avec moi depuis 15 ans. Elle a commencé comme réceptionniste quand l'entreprise tenait dans 2 bureaux. Et aujourd'hui, elle est ma secrétaire exécutive, la gardienne de mon emploi du temps, la personne qui sait où se trouve chaque morceau de papier dans cette entreprise de construction. Sandrine a vu l'entreprise grandir brique par brique, tout comme moi. Elle était aux funérailles de ma première femme. Elle est, à tous égards importants, de la famille. Un lundi matin, Sandrine a frappé à la porte de mon bureau. Je la connais depuis 15 ans. Je savais que quelque chose n'allait pas avant qu'elle ne parle. Elle a fermé la porte, est restée debout, et ses mains tremblaient. Monsieur Marc, il y a quelque chose qui ne m'a pas laissé dormir depuis vendredi, et je préfère me tromper en parlant que de regretter de m'être tu. Asseyez-vous, Sandrine. Dites-moi, avez-vous demandé à Madame Sophie de venir chercher des documents de l'entreprise? Mon estomac s'est serré. Quels documents, Sandrine? Et puis elle m'a tout raconté. 3 semaines plus tôt, un vendredi après-midi, alors que je visitais le chantier du Sud, Sophie était arrivée au bureau par surprise pour m'attendre afin d'aller dîner ensemble. Elle avait demandé un café à Sandrine. Elle lui avait dit qu'elle attendrait dans mon bureau et de ne rien me dire car c'était une surprise. Sandrine, qui la connaissait comme la femme de Monsieur Marc depuis 7 ans, n'avait rien trouvé d'étrange jusqu'à ce qu'elle entre 15 minutes plus tard pour lui apporter le café et la trouve devant le classeur ouvert, son téléphone portable à la main, photographiant des papiers. Elle m'a dit que vous lui aviez demandé des copies des statuts de l'entreprise pour une transaction bancaire, et que comme vous étiez très occupé, elle vous aidait.
À l'époque, je l'ai cru, monsieur Marc. Mais vendredi dernier, je l'ai revue attendre dans votre bureau. Et quand je suis entré, elle fermait le tiroir des contrats. Et cette fois, elle n'a rien dit à propos de la banque. Elle est devenue nerveuse. Et je suis ici depuis 15 ans, et je ne l'ai jamais vue nerveuse. M'aider. Ce mot tenait à nouveau sa promesse. J'ai demandé à Sandrine de n'en parler à personne et je lui ai posé une seule question, les caméras dans le couloir et mon bureau enregistrent sur le cloud, n'est-ce pas? Oui, monsieur. 90 jours de sauvegarde. Le même après-midi, avec le chef de la sécurité, nous avons revu les enregistrements et c'était là, en haute définition avec la date et l'heure. Ma femme, la femme qui disait que l'argent contamine l'âme, ouvrant mes classeurs avec une habileté qui n'était pas improvisée, photographiant les statuts de l'entreprise, la structure des actionnaires et plusieurs contrats de projet en cours. Maintenant, les pièces s'emboîtaient. Les questions autour du café ce soir-là, la pochette livrée au restaurant. Les visites de Laurent au cabinet d'expertise comptable. Il ne prévoyait pas un divorce. Il construisait une attaque contre mon entreprise. Contre les 180 employés qui en dépendent, contre tout ce que mon père m'avait appris à construire de mes mains. J'ai enregistré une copie de ces enregistrements à 3 endroits différents. Et cette nuit-là, pendant que Sophie me servait le dîner en parlant d'énergie et de gratitude, je l'ai regardé et je n'ai pensé qu'à une chose, vas-y, mon amour. Continue à croire que je suis aveugle, car celui qui construit des bâtiments sait mieux que quiconque comment les démolir sans qu'une seule brique ne tombe. Ce que je ne savais pas, c'est que leur plan avait déjà une date et que le dimanche des sacs à la porte était très proche. Quand un homme d'affaires découvre qu'il va être attaqué, il a 2 options, paniquer ou passer en mode stratégie. La panique est bruyante. La stratégie est silencieuse. Et je m'entraînais au silence depuis 20 ans. Le lendemain de la découverte de ces enregistrements, j'ai passé un appel, un seul, à la personne qui, après mes parents, a le plus influencé ma vie, Maître Dubois, mon avocat depuis 18 ans. Maître Dubois n'est pas seulement mon avocat. C'est l'homme qui m'a accompagné pour signer mon premier gros contrat. Celui qui m'a tiré de 2 crises qui ont failli me coûter l'entreprise. Celui qui s'est assis à mes côtés à l'hôpital lorsque ma première femme est décédée. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau un mardi à 7 heures du matin avant l'arrivée de son équipe. J'ai tout mis sur la table, les relevés bancaires, le rapport de l'enquêteur, les enregistrements des caméras. Maître Dubois a examiné chaque document en silence avec le calme d'un chirurgien. Le genre de personne qui en a trop vu. Quand il a eu fini, il a enlevé ses lunettes, m'a regardé et a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais, « Marc, je vais vous dire quelque chose en tant qu'avocat et quelque chose en tant qu'ami. » En tant qu'avocat, cet homme sait exactement ce qu'il fait et votre femme lui tend le plan de vos biens. En tant qu'ami, remerciez le ciel pour cet après-midi d'il y a 9 ans, car sans le savoir, vous avez déjà gagné cette guerre avant même qu'elle ne commence. Je n'ai pas compris. Et puis Maître Dubois m'a rappelé qu'il y a 9 ans, lorsque Sophie et moi avions décidé de nous marier, j'étais follement amoureux et je n'avais aucun intérêt à parler de papier. C'était Laurent. Non, pardon. Quelle ironie des noms. C'était mon associé de l'époque sur 2 projets, avec Maître Dubois, qui m'a assis dans ce même bureau et m'a pratiquement forcé à signer 2 choses. La première était un contrat de mariage, un régime de séparation de biens qui établissait avec une clarté totale que ce que chacun avait bâti avant le mariage restait sien et que l'entreprise, ses actions et ses bénéfices étaient expressément exclus de toute communauté matrimoniale. J'ai résisté, vous savez, cela me semblait froid, calculateur, peu romantique. Je me souviens avoir dit à Maître Dubois, elle n'est pas comme ça. Nous n'avons pas besoin de ça, et Maître Dubois a répondu, si elle n'est pas comme ça, ce papier ne sortira jamais du tiroir. Et si jamais il sort, vous me remercierez à genoux. La deuxième chose était encore plus importante. La même année, sur la recommandation de Maître Dubois et de mon comptable, Monsieur Martin, nous avons restructuré l'entreprise. La société de construction a cessé d'être à mon nom personnel pour passer à une structure de holding. Une société mère contrôlait les actions avec des statuts inattaquables, des clauses d'inaliénabilité et une règle d'or, aucune tierce partie extérieure à la structure ne pouvait acquérir une participation sans l'approbation unanime du conseil d'administration. À l'époque, cela semblait être une bureaucratie coûteuse. J'ai signé presque à contre-cœur, pensant à la fortune qu'il me facturait pour déplacer des papiers. Aujourd'hui, je sais que ces signatures ont été les fondations les plus importantes que j'ai jamais posées dans ma vie.
Et Sophie a signé le contrat de mariage en étant consciente de ce qu'elle signait. J'ai demandé à ce que ce soit fait devant notaire avec une lecture complète du document il y a 9 ans. C'est autre chose si elle s'en souvient. Les gens signent ce qu'ils ne sont pas intéressés à lire lorsqu'ils pensent épouser un distributeur automatique de billets à vie. C'était mon avantage. Ils construisaient leur attaque sur des informations incomplètes. Sophie avait photographié les anciens statuts, les contrats de projet, des papiers qui montraient la taille de l'entreprise, mais la structure de holding et le contrat de mariage n'étaient pas dans ses classeurs. Ces documents dormaient dans un coffre-fort du bureau de Maître Dubois. Laurent, l'ex-agent immobilier, dessinait une carte au trésor avec la mauvaise carte. Maître Dubois et moi avons alors élaboré la stratégie complète, qui avait 3 règles. Règle numéro 1, ne pas confronter. Les laisser avancer. Les laisser se sentir gagnants. Les laisser commettre les erreurs que font les gens confiants. Règle numéro 2, documenter tout ce qu'ils ont fait avec la date, l'heure et la preuve légale. Chaque carte utilisée pour financer l'amant, chaque retraite fantôme, chaque photo volée de documents. Règle numéro 3, et la plus difficile, me préparer émotionnellement pour le jour où elle passerait à l'action. Car Maître Dubois était clair, le plan de ces gens se termine toujours de la même manière. Marc, elle va demander le divorce en premier avec une histoire bien ficelée. Ils essaieront de vous peindre comme le mari obsédé par l'argent, froid, absent. Ils ont besoin de ce récit pour se battre pour une compensation. Votre travail est de ne leur donner aucun épisode qui l'alimente. Pas un cri, pas une plainte, rien. Et c'est ainsi que commença la période la plus étrange de ma vie. 3 mois à vivre avec l'ennemi, à sourire au petit déjeuner, à demander comment allait le yoga. Tandis qu'en parallèle, je préparais chaque détail avec la précision de quelqu'un qui calcule la charge d'une poutre principale. Durant ces mois, j'ai fait des mouvements qu'elle n'a jamais remarqués. Avec Monsieur Martin, mon comptable, nous avons effectué un audit complet et silencieux de tous les comptes. Nous avons détecté que Sophie avait effectué de petits retraits constants du compte familial pendant 14 mois. 400 € ici, 600 € là, toujours en espèces, toujours sous le radar. Au total, près de 19 000 € qui étaient sortis goutte à goutte. La destination impossible à tracer en espèces. Mais il ne fallait pas être un génie. L'homme simple avait des goûts chers et une amante avec accès à mes comptes. J'ai séparé les comptes de l'entreprise de tout accès familial avec des excuses techniques sur les exigences bancaires. J'ai renouvelé les procurations, révoquant discrètement une ancienne procuration que Sophie avait pour des tâches mineures. J'ai mis à jour mon testament. J'ai changé les mots de passe de tout ce qui comptait, ne laissant intact que les comptes qui nourrissaient son théâtre, ses cartes, l'allocation mensuelle de Denise, le flux normal de la maison. Parce que c'était fondamental, son monde devait continuer à paraître intact. L'oiseau ne doit pas remarquer que la porte de la cage est déjà programmée. Et pendant ce temps, je regardais ma femme jouer, car maintenant que je connaissais la vérité, sa performance était presque fascinante. Je la voyais soupirer en regardant par la fenêtre comme si elle répétait une mélancolie. Je l'entendais semer des phrases devant nos amis. C'est juste que Marc vit pour le travail. Parfois, je me sens si seul dans cette grande maison. Les graines d'un récit que Maître Dubois avait prédit, plantées une par une à chaque dîner, à chaque réunion. Même ma belle-mère Denise a rejoint le script. Un dimanche, alors que Sophie était dans la cuisine, Denise m'a pris le bras et a dit d'une voix de fausse inquiétude, « Marc, ma fille n'est pas heureuse. Une femme a besoin de plus que de choses matérielles. Tu me comprends? Ne la blâme pas si un jour elle cherche autre chose. » Il préparait le terrain, même avec la famille. Il construisait devant tout le monde le personnage du mari qu'il avait perdu pour ne pas lui avoir donné d'amour. J'avoue qu'il y a eu des nuits où la rage brûlait dans ma poitrine. Des nuits où je voulais me lever, mettre les enregistrements sur la télévision du salon et mettre fin au théâtre une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, je me souvenais des mots de mon père, mélangeant le ciment sous le soleil, « Mon fils, la patience n'est pas d'attendre. C'est de savoir quoi faire pendant que tu attends. » Et je savais exactement ce que je faisais. Au moment où ce dimanche d'octobre est arrivé, celui des sacs à la porte et du discours sur le grand amour, j'étais prêt depuis 3 mois. C'est pourquoi j'ai souri. C'est pourquoi je lui ai souhaité bonne chance avec un tel calme qu'elle a hésité une seconde, restant là à attendre le drame qu'elle avait répété. Et c'est pourquoi avant que son taxi ne tourne au coin de la rue, mon message volait déjà vers le téléphone portable de Maître Dubois,
annule ses cartes aujourd'hui. Coupe l'allocation mensuelle de Denise. Retire-la de l'acte de propriété de l'appartement. Active tout. 3 mois de préparation condensés en 3 phrases. Mais ce que ni Maître Dubois ni moi ne savions à ce moment-là, c'est que leur coup avait une pièce de plus. Une troisième personne opérant dans l'ombre qui connaissait Laurent bien mieux que Sophie. Et cette pièce était sur le point de se briser d'elle-même. Le lundi après son départ a commencé ensoleillé. Je m'en souviens bien car j'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse, seul, en silence. Et pour la première fois depuis des mois, ce silence ne faisait pas mal. C'était le silence d'un projet achevé, lorsque les machines sont éteintes et que l'on peut enfin voir ce que l'on a construit. À 10h47 du matin, mon téléphone portable a vibré. C'était Sophie. Je n'ai pas répondu. À 10h52, un autre appel. À 11h03, encore. À 11h15, le premier message texte, Marc, il y a un problème avec mes cartes. Elles ne passent pas, peux-tu appeler la banque? Quel beau détail. La femme qui avait abandonné notre mariage 24 heures plus tôt, celle qui était partie en proclamant que l'argent ne l'avait jamais rendue heureuse, écrivait à propos de ses cartes de crédit avant midi le premier lundi. Je n'ai pas répondu, non par cruauté, mais par stratégie. Maître Dubois avait été clair, désormais, tu ne discutes pas, tu n'expliques pas, tu ne te bats pas. Tout passe par moi. Chaque mot que tu dis dans un message peut devenir des munitions. Le silence ne peut pas être cité au tribunal. À 12h30, les messages ont changé de ton, que as-tu fait, Marc? À 13h15, c'est ridicule. C'est puéril. Parlons en adulte, veux-tu? À 14h40, celui qui m'a vraiment fait sourire est arrivé, l'argent des cartes est le cadet de mes soucis, mais tu as tout annulé sans me le dire, et cela montre le genre de personne que tu es. L'argent est le cadet de ses soucis, mais 6 appels et 11 messages en 4 heures. Tous à propos d'argent. À 17h, le deuxième domino est tombé. Un appel de Denise, ma belle-mère. Je m'y attendais avec une curiosité presque scientifique. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, et la messagerie vocale n'a pas déçu. Marc, mon fils, comment vas-tu? Écoute, la banque m'a notifié que le dépôt de ce mois-ci n'est pas arrivé. Ce doit être une erreur du système, n'est-ce pas? Tu sais que les paiements de mes médicaments proviennent de cette allocation mensuelle. Appelle-moi, mon fils. Un baiser, mon fils. 2 semaines plus tôt, cette même dame me prenait le bras pour me réciter que sa fille avait besoin de plus que de choses matérielles et que je ne devrais pas la blâmer si elle cherchait autre chose. Maintenant que l'autre chose était arrivée, les choses matérielles ont retrouvé leur importance avec une vitesse impressionnante. Et je veux m'arrêter ici un instant car je ne veux pas que vous me mépreniez. J'ai payé l'opération de la hanche de Denise, 38 000 €. Je lui ai versé son allocation mensuelle pendant 7 ans, 500 € par mois, ce qui représente plus de 40 000 €. Je n'ai même jamais demandé un merci. Je l'ai fait parce que c'était la mère de ma femme, et dans mon monde, on prend soin de la famille. Mais Denise n'était pas une spectatrice innocente. Denise était au courant de l'affaire de sa fille depuis le début. Denise a couvert les alibis des retraites. Denise a planté le récit du mari froid devant moi, sachant exactement ce qui était comploté contre moi. Quand une mère choisit d'être complice du couteau, elle ne peut pas être offensée quand le pain vient à manquer. Le mardi matin, le coup qu'ils n'ont pas vu venir est arrivé. Sophie est allée à l'appartement. Cet appartement dans le quartier chic de la capitale que j'ai acheté quand nous nous sommes mariés, celui qu'elle montrait toujours à ses amis. Celui qui, dans son plan, allait être son petit nid d'amour d'une vie simple avec Laurent, pendant qu'il pressait mon entreprise à distance. Elle a trouvé la serrure changée et un avis légal affiché sur la porte. Je dois expliquer quelque chose ici car c'est important et parce que c'était l'une des rares choses qui m'a également surpris à l'époque. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai mis l'appartement à nos deux noms, 50-50, par amour, contre l'avis de Maître Dubois. Mais 3 ans plus tard, l'entreprise de construction a eu besoin d'une importante ligne de crédit pour le projet dans la zone nord et la banque a demandé des garanties. Maître Dubois, avec cette vision pour laquelle je le remercie à genoux aujourd'hui, a structuré l'opération en utilisant l'appartement. La propriété a été transférée en garantie à un fonds fiduciaire lié à la holding et Sophie a signé un transfert de sa part en échange d'une compensation symbolique qu'elle n'a même pas lue parce que c'était de la paperasse ennuyeuse de Marc et qu'elle avait une journée spa avec ses amis.
Elle a signé devant notaire. Elle a demandé ou signé, pas ce qu'elle signait depuis des années. Le sujet n'est jamais revenu car rien n'a changé en pratique. Nous avons continué à y vivre. C'était notre maison. Mais légalement, pendant 4 ans, cet appartement avait appartenu au fonds fiduciaire de l'entreprise. Et l'entreprise, grâce à la restructuration, était intouchable pour elle. Le mercredi, Sophie s'est présentée à mon bureau sans rendez-vous, comme à l'époque où elle photographiait des dossiers. Sandrine m'a appelé à l'interphone d'une voix tendue. « Monsieur Marc, Madame Sophie est là. Elle insiste pour vous voir. » « Laissez-la entrer », ai-je répondu. Parce que cette conversation en face à face dans mon territoire, avec les caméras de mon bureau enregistrant sur le cloud, m'intéressait. Elle est entrée comme une tempête parfaitement maquillée. Il ne restait rien de la sérénité zen du dimanche des valises. Le détachement matériel avait duré exactement un week-end. Pouvez-vous me dire ce que vous essayez de faire? Annuler mes cartes? Couper l'argent de ma mère? C'est une vieille femme malade. Changer la serrure de mon appartement. C'est votre vengeance, Marc? Êtes-vous si mesquin? Je l'ai laissé finir. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai répondu avec la voix la plus calme de mon répertoire, « Sophie, dimanche, tu m'as dit que tu avais trouvé ton grand amour. Que l'argent ne t'avait jamais rendue heureuse. Je t'ai simplement prise au mot. Je t'ai libéré de tout cet argent qui te faisait tant de mal. Les cartes qui contaminent l'âme, annulées. L'allocation mensuelle matérialiste de ta mère, suspendue. L'appartement luxueux qui emprisonnait ton esprit, hors de ta vie. Tu devrais me remercier. C'est le cadeau d'adieu le plus spirituel qui soit. » Elle est devenue pâle, a ouvert la bouche 2 fois sans qu'aucun son en sorte, puis elle a commis l'erreur que Maître Dubois attendait depuis des semaines. Elle a fait un pas vers mon bureau et a dit, les dents serrées et le doigt pointé vers moi, « Écoutez-moi attentivement. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai droit à la moitié de tout ce que vous avez. La moitié de cette entreprise que vous avez construite pendant que vous étiez avec moi. Et il y a des avocats qui prouveront que sans moi, sans mon soutien émotionnel et mon travail dans cette relation, rien de tout cela n'existerait. Vous aurez de mes nouvelles de mes représentants. Et quand nous aurons fini avec vous, vous regretterez le temps où tout ce que vous aviez à faire était de payer des cartes de crédit. Vous aurez de mes nouvelles de mes représentants. Pluriel. Devant mes caméras avec un son haute définition, ma femme venait de confirmer en 11 secondes tout ce que l'enquêteur, les enregistrements et les relevés bancaires m'avaient déjà dit. Merci pour l'avertissement, Sophie, ai-je répondu. Ayez une belle et simple vie. Elle est partie en claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Sandrine est entrée 2 minutes plus tard avec un café, l'a déposé sur mon bureau sans rien dire. Et en partant, depuis le seuil, elle m'a regardé, « Monsieur Marc, 15 ans ici. Je ne vous ai jamais vu aussi calme. » Et c'était vrai, car il y a une paix très particulière que seuls ceux qui ne sont plus trompés connaissent. La paix de voir l'ennemi bouger exactement comme vous l'aviez prédit. La même semaine, Maître Dubois a reçu la notification formelle. Sophie avait engagé un cabinet d'avocats connu pour ses divorces agressifs et médiatisés. La plainte exigeait exactement ce que Laurent avait conçu. Reconnaissance d'une société de fait, 40% de la croissance de l'entreprise pendant le mariage, une pension alimentaire compensatoire à vie et la restitution de l'appartement. Ils y vont à fond, m'a dit Maître Dubois au téléphone. Parfait. Plus ils visent haut, plus dure sera la chute. Nous allons répondre calmement, pièce par pièce. Et Marc, il y a autre chose, quelque chose que nous n'attendions pas. Qu'est-ce que c'est? Une femme a appelé le bureau ce matin directement. Elle dit qu'elle a des informations sur Laurent qui pourraient nous intéresser. Elle n'a pas voulu donner de détails au téléphone, mais elle a dit une phrase qui m'a fait réfléchir toute la matinée. C'était quoi? Elle a dit, j'étais la précédente Sophie. Je sais exactement comment ce film se termine car j'ai écrit le script avec lui. Son nom était Nathalie. Et ce que cette femme a apporté n'allait pas seulement changer mon divorce. Cela allait changer le destin de tous les personnages de cette histoire. Certaines rencontres changent votre vie. La mienne a eu lieu un jeudi à 16h dans la salle de réunion du bureau de Maître Dubois, en face d'une femme d'environ 45 ans, élégante, sereine, dans une robe gris perlée avec un regard qui avait vieilli plus vite que son visage. « Merci de m'avoir reçu », a-t-elle dit. Mon nom est Nathalie, et avant de commencer,
je veux que vous sachiez une chose, monsieur Marc. Je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu parce qu'il y a 6 ans, quelqu'un comme moi n'existait pas pour me prévenir, et ça m'a tout coûté. Maître Dubois et moi avons échangé un regard. Elle a ouvert son sac à main, en a sorti un épais dossier et l'a posé sur la table, mais elle ne l'a pas encore ouvert. D'abord, elle voulait raconter son histoire, et cette histoire méritait d'être entendue dans son intégralité. Nathalie était la copropriétaire avec son ex-mari d'une chaîne de 3 restaurants, un mariage de 20 ans, 2 enfants, une vie construite à partir de zéro, jusqu'à ce qu'un nouvel instructeur apparaisse à son studio de pilates. Charismatique, spirituel, différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il se faisait appeler Stéphane à l'époque. Collier de perles en bois, chemise en lin, un discours sur le détachement matériel. Ça vous dit quelque chose? M'a-t-elle demandé avec un sourire amer. Laurent il y a 6 ans avec un autre nom et dans une autre ville, mais le même script mot pour mot, la même séduction lente déguisée en connexion spirituelle. Les mêmes phrases, l'argent contamine, ton mariage est une cage. Tu mérites une vie authentique. Le même processus pour la convaincre que son mari était un geôlier émotionnel et que le divorce était un acte de libération. Mais avec Nathalie, l'histoire avait atteint sa fin et la fin était la partie qu'il fallait connaître. J'ai demandé le divorce convaincu que c'était ma décision, a-t-elle raconté d'une voix ferme de quelqu'un qui a répété cette histoire en thérapie de nombreuses fois. Stéphane Laurent m'a conseillé surtout. Il savait exactement quoi demander, quels actifs attaquer, comment faire pression. Mon mari n'avait pas les protections que vous avez. J'ai perdu un des restaurants dans le règlement. J'ai reçu ma part, près de 900 000 € entre les propriétés et la compensation. Elle a fait une pause, a regardé par la fenêtre. 14 mois. C'est la durée de ce grand amour après le jugement. Les premiers mois ont été parfaits. Nous avons voyagé. Nous avons acheté une maison pour nous deux qui a été mise au nom d'une entreprise qu'il gérait. Nous avons investi mon argent dans des projets spirituels qu'il gérait, une retraite holistique à la plage, une marque de produits naturels. Tout passait par ses mains parce que j'apprenais à lâcher le contrôle. Vous comprenez? Lâcher le contrôle. C'était la thérapie. J'ai lâché et il a saisi. Quand Nathalie a voulu voir les chiffres, les excuses sont apparues. Quand elle a insisté, les conflits sont apparus. Et quand elle a finalement exigé, Laurent a disparu. Littéralement, un mardi, elle est revenue de chez sa mère et la maison était vide. L'entreprise qui gérait tout était au nom d'un tiers. Les projets n'existaient pas ou étaient en faillite sur papier. Des 900 000 €, Nathalie a réussi à récupérer moins de 50 000 € après des années de procès. Mon ex-mari ne m'a jamais pardonné. Il a fallu des années pour que mes enfants me reparlent. J'ai perdu mon mariage, mes biens, et j'ai failli perdre ma famille. Et savez-vous ce qui est le pire, monsieur Marc? C'est que jusqu'au jour où il est parti, je croyais encore que c'était de l'amour. Le seul bruit dans la pièce était celui de la climatisation. Maître Dubois prenait des notes sans lever les yeux. Je ressentais un étrange mélange de colère et de gratitude. Colère pour ce que cet homme avait fait à cette femme, et gratitude parce que sa tragédie était sur le point de devenir mon bouclier. Et comment nous avez-vous trouvé, a demandé Maître Dubois. Je n'ai jamais cessé de le surveiller. C'est difficile à expliquer. Quand quelqu'un vous détruit comme ça et s'en sort, vous avez au moins besoin de savoir où il est. J'ai des alertes avec ses noms, ses photos. Il y a quelques mois, une connaissance du monde du yoga a posté des photos d'un événement ici. Et il était là. Nouveau nom de scène, nouvelle ville, nouveau studio, et au bras d'une femme mariée à un entrepreneur en construction. J'ai commencé à enquêter. Ce n'était pas difficile. Il se vante de ses conquêtes dans de petits cercles. Quand j'ai découvert que la femme avait déjà demandé le divorce, j'ai compris qu'ils étaient dans la phase finale et j'ai décidé que cette fois je ne resterais pas silencieuse. Puis elle a ouvert le dossier. Ce qu'il y avait à l'intérieur était le travail de 6 ans d'une femme qui avait transformé sa douleur en méthode. Des documents de la société Écran qui gérait son argent avec les signatures de Laurent sous son nom précédent. Des copies de la plainte qu'elle avait déposée contre lui. Le dossier d'annulation de sa licence d'agent avec les détails des irrégularités, des photos de lui avec 3 identités commerciales différentes dans 3 villes, et la chose la plus précieuse, des enregistrements audio. Durant les derniers mois passés ensemble, alors que j'étais déjà suspicieuse, j'ai commencé à enregistrer nos conversations. Dans mon pays,
et dans celui-ci, enregistrer une conversation dont vous faites partie est illégal, a-t-elle dit, regardant Maître Dubois, qui a hoché la tête. À l'époque, ils ne m'ont pas aidé à récupérer mon argent parce qu'il avait déjà tout blindé. Mais il y en a un que vous devez entendre parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de sa méthode. Elle a posé son téléphone portable au centre de la table et a appuyé sur lecture. La voix de Laurent a rempli la pièce, détendue, presque amusée, avec ce ton de quelqu'un qui se croit plus intelligent que tout le monde. Il parlait à quelqu'un, un homme, apparemment après quelques verres. Le secret, c'est qu'elles ne sentent jamais que tu les diriges. Tu plantes juste. Tu plantes le doute. Tu plantes la cage. Tu plantes le rêve. Elles pensent qu'elles se réveillent toutes seules. Tu me suis? Le mari travaille 12 heures par jour. Il fait pratiquement mon travail pour moi. Je n'ai qu'à être là à écouter. À être tout ce qu'il n'a pas le temps d'être. Un rire, des verres qui tintent. Et puis la phrase, la clé, c'est qu'elle signe convaincue que c'était leur idée. Après le jugement, à quoi tu en as besoin? Elle pense que je vais l'épouser après. J'ai juste besoin d'elle jusqu'au jugement. Après ça, prochaine ville, prochain studio, prochaine dame avec un mari riche. C'est la seule entreprise au monde où le produit se livre lui-même. Maître Dubois a arrêté son stylo. J'ai regardé ce téléphone portable comme on regarde un accident, incapable de détourner le regard. Elle pense que je vais l'épouser après. J'ai juste besoin d'elle jusqu'au jugement. L'audio était de l'époque de Nathalie, parlant de Nathalie, mais il décrivait un système, un modèle d'opération avec des victimes interchangeables. Et ma femme, la femme qui m'avait quitté un dimanche matin en parlant de grand amour, était simplement la dame du moment sur la liste d'un prédateur professionnel. Savez-vous ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du triomphe. C'était quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Un instant, j'ai ressenti de la compassion pour Sophie. Une compassion froide, une qui n'absout pas car Sophie m'a trahi, m'a volé, a conspiré contre mon entreprise et contre 180 familles qui en dépendent. C'était sa décision, et les décisions ont des conséquences. Mais alors qu'elle aiguisait le couteau contre moi, un autre couteau plus grand était déjà aiguisé contre elle. L'escroc était escroqué par son propre partenaire. L'araignée tissait dans une toile plus grande. Madame Nathalie a finalement dit Maître Dubois avec un calme que je connais bien. C'est le calme qu'il adopte quand il vient de voir tout le plateau. Seriez-vous prête à témoigner formellement et à autoriser l'utilisation de ces documents? Pourquoi pensez-vous que je suis ici? Mais j'ai une condition. Elle nous a regardés tous les deux et pour la première fois de toute la réunion, sa sérénité s'est fissurée d'1 millimètre. Quand tout cela sera fini, je ne veux pas qu'il perde simplement cette manche et passe à la ville suivante pour recommencer. Je veux qu'il y ait une trace cette fois, une plainte formelle, un procès, un casier judiciaire. Je veux que la prochaine dame qui cherchera son nom sur Internet trouve la vérité. C'est ma condition, et elle est non négociable. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Madame Nathalie, nous avons un accord, et je vous promets quelque chose de plus. Si cela ne tenait qu'à moi, votre histoire sera la dernière que cet homme écrira. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai pensé au rebondissement de la vie. Sophie et Laurent avaient passé des mois à construire leur attaque dans l'ombre, croyant que la surprise était leur avantage. Ils ne savaient pas que les ombres étaient déjà occupées par un détective privé, par des caméras de sécurité, par un avocat avec 18 ans de tranchée, par une secrétaire loyale avec une bonne mémoire. Et maintenant par une femme élégante en robe gris perle qui attendait depuis 6 ans son tour de parler. Le plateau était complet, toutes les pièces en position. Il ne restait plus qu'à attendre que la cloche sonne pour l'audience de médiation. Et il restait exactement 11 jours. 11 jours. C'est ce qu'il restait avant l'audience de médiation. Et si j'ai appris quelque chose en construisant des bâtiments, c'est que les derniers jours avant une livraison sont les plus dangereux. C'est à ce moment-là que les insouciants se détendent et que les professionnels vérifient chaque détail pour la 3e fois. Nous étions des professionnels. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils étaient insouciants. Maître Dubois a organisé la préparation comme un général organise une bataille. D'abord, le dossier complet, les relevés bancaires avec 18 mois de dépenses de romance financées par mes cartes de crédit, organisées par date et recoupées avec les retraites spirituelles, les enregistrements de mes caméras de bureau, Sophie photographiant les statuts de l'entreprise.
Sophie fermant le tiroir des contrats, Sophie me menaçant avec son « quand nous aurons fini avec vous » en haute définition, le rapport de l'enquêteur sur le véritable passé de Laurent, les retraits d'argent liquide du compte familial, 19 000 € goutte à goutte sur 14 mois. Le contrat de mariage signé devant notaire, le transfert de l'appartement signé par elle-même 4 ans plus tôt. Et le joyau de la couronne, la déclaration sous serment de Nathalie accompagnée de ses documents et de ses enregistrements audio déjà authentifiés par des experts. Ce n'est pas un dossier de divorce, a dit Monsieur Martin, mon comptable, l'après-midi où nous avons tout revu pour la dernière fois. C'est une démolition contrôlée. Mais Maître Dubois, qui ne célébrait jamais prématurément, a mis une règle supplémentaire sur la table, rien de tout cela n'est montré avant l'audience. Pas le moindre indice. Je veux qu'ils arrivent confiants, agressifs, demandant le ciel. L'arrogance est notre meilleur allié. Les gens arrogants parlent trop, exigent trop et signent trop peu. Laissez-les venir. Et ils sont venus. Oh, qu'ils sont venus. Pendant ces 11 jours, le cabinet d'avocats de Sophie a déployé toute son artillerie médiatique d'intimidation. Ils ont envoyé une proposition de règlement à l'amiable qui était une lettre d'extorsion avec un papier à en-tête élégant. 40% de la croissance de l'entreprise pendant le mariage, une pension alimentaire compensatoire à vie de 8 500 € par mois, la restitution immédiate de l'appartement avec tous ses meubles, et un paiement unique de 350 000 € pour dommages moraux et émotionnels pendant la relation. Dommages moraux. La femme qui photographiait mes dossiers pour son amant escroc réclamait des dommages moraux. Maître Dubois a répondu par une seule ligne, mon client estime que la proposition ne reflète pas la réalité juridique ou factuelle de l'affaire. Nous vous verrons à la médiation. Leur réponse est venue par d'autres canaux. Soudain, des amis communs ont commencé à m'appeler inquiet. Ils avaient entendu une rumeur selon laquelle j'avais laissé Sophie dans la rue sans un sou après qu'elle ait sacrifié sa carrière pour moi. La version officielle du camp ennemi circulait déjà dans la ville. Marc Lefroy. Marc l'avare. Marc l'homme qui punit avec l'argent ce qu'il n'a pas su entretenir avec l'amour. Même un lointain cousin m'a écrit, indigné, me demandant comment je pouvais priver une pauvre vieille dame de ses médicaments. Chacun de ces messages m'a fait mal. Je ne vais pas mentir, mais chacun a également confirmé la prédiction de Maître Dubois mot pour mot. Ils avaient besoin de Marc, le méchant, pour justifier l'assaut. J'ai serré les dents, répondu avec une courtoisie neutre et je suis resté silencieux. 11 jours, 10, 9. Au milieu de ce compte à rebours, quelque chose s'est produit qui n'était pas prévu. Un mercredi soir, l'interphone de ma maison a sonné. C'était Denise, ma belle-mère, seule, sans prévenir, avec un plat de nourriture dans les mains comme un drapeau blanc. Je l'ai laissée entrer plus par curiosité que par hospitalité. Elle s'est assise au bord du canapé dans ce salon où elle avait célébré cette Noël payée par moi et a joué la performance la plus triste que j'ai jamais vue. Qu'elle ne savait rien. Que Sophie était confuse à cause de cet homme. Que les mères ne choisissent pas les erreurs de leurs filles. Que j'avais toujours été un fils pour elle. Et à propos, l'allocation mensuelle, Marc, tu sais, mes médicaments, mon âge. Je l'ai écoutée entièrement sans l'interrompre. Et quand elle a eu fini, j'ai répondu avec la même sérénité avec laquelle elle m'avait poignardé avec sa dague enveloppée de conseils. Denise, tu m'as dit il y a quelques semaines qu'une femme a besoin de plus que de choses matérielles. J'ai appris cette leçon de toi. Maintenant, tu as aussi l'opportunité de vivre cette vie spirituelle libre de mon argent matérialiste. Laurent peut te donner des leçons. On dit qu'il est simple et humble. Bonne nuit. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle ne m'a plus jamais appelé son fils. Et le jour est arrivé. La médiation a eu lieu dans une salle neutre d'un centre de résolution des conflits. Une longue table en bois clair, des chaises en cuir, une médiatrice d'une 60aine d'années réputée pour ne pas tolérer les mises en scène. De notre côté, Maître Dubois, son associé et moi, avec 3 dossiers fermés et un ordinateur portable. De l'autre côté, Sophie, ses 2 avocats et une chaise vide qui a attiré mon attention dès la première minute. Sophie est arrivée vêtue pour le rôle de sa vie, sobre en gris foncé, sans bijoux, avec l'air répété d'une femme blessée mais digne. Je l'ai presque applaudi. Ses avocats ont commencé par un discours bien rodé. 7 ans de mariage, une femme dévouée qui avait renoncé à son développement professionnel pour soutenir émotionnellement l'entrepreneur, la croissance conjointe du patrimoine, la cruauté de la coupure financière soudaine. Ils ont tout demandé de la lettre, les 40%,
la pension alimentaire à vie, l'appartement, les 350 000 euros. La médiatrice a pris des notes et nous a regardé. La partie de Monsieur Marc souhaite-t-elle répondre? Maître Dubois a ouvert le premier dossier avec la tranquillité de quelqu'un qui ouvre son journal du dimanche. Nous répondrons avec des documents. Madame la médiatrice, commençons par le développement professionnel auquel Madame Sophie a renoncé. Document 1. Contrat de mariage signé devant notaire il y a 9 ans avec séparation totale de biens et exclusion expresse de l'entreprise et de ses bénéfices, lu à haute voix par le notaire comme indiqué dans le procès-verbal devant la signataire. Les avocats de Sophie ont demandé à voir le document. Ils l'ont examiné, se sont regardés. L'un d'eux a chuchoté quelque chose à Sophie, et j'ai vu en temps réel comment l'air d'une femme blessée commençait à se fissurer. Document 2. Transfert de droit sur la propriété en question signé par Madame Sophie il y a 4 ans devant notaire dans le cadre de la restructuration des garanties pour la holding de l'entreprise. L'appartement revendiqué n'appartient plus à Monsieur Marc depuis lors. Il appartient à un fonds fiduciaire. Vous ne pouvez pas restituer ce qui n'a jamais été à la demanderesse et n'appartient plus au défendeur. C'est impossible, a dit Sophie, oubliant son script. Je n'ai jamais signé ça. Maître Dubois a fait glisser la copie sur la table. Reconnaissez-vous votre signature, madame, et votre empreinte digitale? L'acte notarié enregistre que vous avez déclaré avoir lu le document. Un silence, un de ces silences qui pèsent comme des poutres. Document 3. Mouvement des cartes de crédit payées par mon client au cours des 18 derniers mois. Et Maître Dubois a commencé à lire d'une voix neutre, sans drame, ce qui était la partie la plus dévastatrice. Frais de restaurant pour 2. Mardi. Suite d'hôtel-boutique. Week-end de la retraite spirituelle du 14. Montre pour homme 1800 €. Jamais reçu par mon client. Magasin de chemises pour homme 340 €. C'était pour mon cousin. A lancé Sophie. Le cousin qui porte la même taille que Monsieur Laurent Dubois, a demandé Maître Dubois en levant les yeux pour la première fois. Comme c'est pratique. Parce que Monsieur Dubois est précisément notre prochain chapitre. Et juste là, à ce moment exact, l'un des avocats de Sophie a demandé une suspension de 15 minutes. Pendant la suspension, depuis la fenêtre du couloir, j'ai vu Sophie dans la cour intérieure faire les 100 pas, son téléphone portable collé à l'oreille, appelant encore et encore, raccrochant, recomposant. La chaise vide de son côté de la table prenait plus de sens à chaque minute qui passait. Laurent, l'architecte de tout le plan, l'homme qui devait l'accompagner à chaque étape de sa libération, ne s'était pas présenté. Et je savais pourquoi. Parce que Maître Dubois, 2 jours plus tôt, avait fait un geste silencieux. Il avait envoyé au cabinet comptable qui conseillait Laurent une notification formelle demandant la conservation des documents pour un éventuel cas de fraude. Rien de plus qu'un papier de routine, mais suffisant pour que n'importe quel comptable doté d'un instinct de survie avertisse son client que son nom apparaissait là où il ne devait pas. Les rats entendent le craquement du navire avant tout le monde. Quand nous sommes revenus à la table, la médiatrice a demandé si la partie demanderesse souhaitait continuer. Son avocat principal a répondu oui, mais avec la voix de quelqu'un qui calcule déjà les frais de désistement. Maître Dubois m'a regardé. J'ai hoché la tête. Parfait, a-t-il dit en ouvrant le dernier dossier. Parce que nous avons une personne de plus à présenter. Madame la médiatrice, avec votre permission, un témoin attend à l'extérieur avec une déclaration sous serment que cette partie juge essentielle. Son nom est Nathalie. De l'autre côté de la table, Sophie a froncé les sourcils, confuse. Ce nom ne lui disait absolument rien. Il était sur le point de tout signifier. Il y a des moments dans la vie qui sont enregistrés au ralenti. L'entrée de Nathalie dans cette salle de médiation est l'un des miens. Elle est entrée d'un pas ferme dans un tailleur couleur lit de vin, les cheveux attachés en arrière, escortée par l'associé de Maître Dubois. Elle n'a regardé personne à table avant de s'asseoir. Et quand elle a enfin levé les yeux, elle a fixé son regard directement sur Sophie. Bonjour. Je m'appelle Nathalie. Vous ne me connaissez pas, mais moi, madame, je vous connais parfaitement parce qu'il y a 6 ans, j'étais vous. Sophie a regardé ses avocats pour une explication. Ses avocats m'ont regardé et moi, pour la première fois de toute l'audience, je n'ai pas eu à contenir d'émotion parce que ce que je ressentais n'était pas du triomphe. C'était la solennité de voir un bâtiment pourri s'effondrer. Nécessaire, mais jamais joyeux.
La médiatrice a examiné la déclaration sous serment que Maître Dubois lui avait remise et a autorisé l'intervention. Et Nathalie a raconté son histoire, la même qu'elle nous avait racontée au bureau, mais cette fois avec les noms complets, les dates et les documents que l'associé de Maître Dubois a projetés sur l'écran dans la pièce. L'instructeur de pilates qui se faisait appeler Stéphane, le collier de perles en bois, les chemises en lin, les discours sur le détachement, le divorce libérateur de son mariage de 20 ans, les 900 000 € de son règlement, la maison au nom d'une entreprise qu'il gérait, les projets spirituels. En 14 mois, le grand amour s'est évaporé avec presque tous ses biens. Je ne regardais pas Nathalie. Je regardais Sophie et j'ai vu tout le processus minute par minute sur son visage. D'abord la confusion. Qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle a à voir avec moi? Puis l'inconfort quand les détails ont commencé à lui être familiers. Le studio, les retraites, les phrases. L'argent contamine l'âme. Ton mariage est une cage. Tu mérites une vie authentique. Mot pour mot, le même script que Laurent lui avait récité pendant 2 ans. Et finalement, l'effondrement, ce moment exact où le cerveau cesse de se défendre et accepte ce qu'il voit. Je jure que je l'ai vu. C'est quand l'associé a projeté la photographie de Nathalie avec Laurent, 6 ans plus jeune, avec une coupe de cheveux différente et le même collier en bois, souriant à l'inauguration de la retraite holistique payée avec l'argent de son divorce. Sophie a porté sa main à sa bouche et une phrase douce est sortie qui n'était pour personne dans la pièce. C'était pour elle-même. Ce n'est pas possible. Il m'a dit qu'il n'avait jamais aimé personne avant moi. Personne n'a répondu. Que dire à cela? Maître Dubois a attendu 3 secondes exactes, les 3 secondes d'un professionnel qui respecte le rythme du silence et a dit « Madame la médiatrice, nous avons une dernière pièce. » Un audio dûment authentifié dont la légalité est accréditée dans le dossier. Nous demandons l'autorisation de le faire jouer. Autorisation accordée. Et la voix de Laurent a rempli la salle de médiation comme elle avait rempli la salle de réunion du bureau. Détendu, amusé, impuni. Le secret, c'est qu'elles ne sentent jamais que tu les diriges. Tu plantes juste. Tu plantes le doute. Tu plantes la cage. Tu plantes le rêve. Elle pense qu'elle se réveille toute seule. Tu me suis? Le mari travaille 12 heures par jour. Il fait pratiquement mon travail pour moi. Sophie secouait la tête très lentement, comme si elle pouvait effacer le son en bougeant. La clé, c'est qu'elle signe, convaincue que c'était leur idée. Après le jugement, à quoi tu en as besoin? Elle pense que je vais l'épouser après. J'ai juste besoin d'elle jusqu'au jugement. Après ça, prochaine ville, prochain studio, prochaine dame avec un mari riche. C'est la seule entreprise au monde où le produit se livre lui-même. Arrêtez. C'était Sophie. Sa voix s'est brisée en 2. Arrêtez, s'il vous plaît. L'associé a arrêté l'audio et pendant près d'1 minute, pas même l'air n'a bougé dans cette pièce. La femme qui était entrée vêtue d'une dignité blessée était penchée sur la table, les 2 mains couvrant son visage et ses épaules tremblaient silencieusement. Ses avocats fixaient leurs papiers comme s'ils contenaient soudainement quelque chose de fascinant. La médiatrice attendait avec la patience de quelqu'un qui a vu beaucoup de vies se briser sur cette même table. Et je veux être honnête avec vous une fois de plus car je vous l'ai promis dès le début de cette histoire. Dans cette minute, une partie de moi voulait se lever et la consoler. Oui. Après tout, après les mensonges, les photos de mes dossiers, quand nous aurons fini avec vous, parce que 7 ans ne s'efface pas par un enregistrement audio. Et parce que je regardais une personne découvrir devant témoin qu'elle avait démoli sa propre vie pour un homme qu'il avait catalogué comme une marchandise avec une date d'expiration. Elle m'a trahi, mais il l'a trahi d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Je ne me suis pas levé. Ce n'était pas ma place. Ce n'était plus ma place. C'est la médiatrice qui a parlé, la partie demanderesse souhaite-t-elle demander une suspension? L'avocat principal de Sophie a répondu oui. Et cette fois, la suspension n'a pas duré 15 minutes, elle a duré 40. Et ce qui s'est passé dans ce couloir? Nous l'avons appris de l'associé de Maître Dubois qui est sorti prendre un café. Les avocats de Sophie se disputaient entre eux à voix basse mais furieuse. Le mot qui était le plus répété était irréalisable. Et Sophie, assise seule sur un banc dans la cour intérieure, n'appelait plus personne. Elle avait son téléphone portable éteint sur ses genoux et son regard sur le sol. L'empire de Laurent s'était effondré pour elle en 40 minutes, mais le dernier détail manquait.
Celui qui a transformé cette suspension en légende au sein du cabinet de Maître Dubois. Après 35 minutes, le téléphone portable de l'associé a vibré. C'était le détective privé qui était toujours actif selon mes instructions. Son message avait une photo jointe. Laurent avec des lunettes de soleil et une valise à un comptoir de compagnie aérienne à l'aéroport. Le vol était vers une autre ville du nord du pays. Acheté le matin même, aller simple seulement. Le professeur de yoga avait reçu le message du craquement du navire et les rats, comme je l'ai dit, entendent ce craquement avant tout le monde. Il n'a même pas attendu le résultat de la médiation. Dès que son comptable l'a informé de la notification de fraude, l'homme simple et humble a emballé son détachement matériel dans une valise à 400 € et a acheté le premier vol disponible. Pas un seul appel à Sophie, pas un message, rien. Il l'a laissé exactement comme l'audio l'avait annoncé. Utilisé jusqu'au jugement, seulement cette fois il n'y avait même pas de jugement à encaisser. Quand la médiation a repris, l'avocat principal de Sophie a demandé à prendre la parole et avec le ton gris de quelqu'un qui exécute une reddition a annoncé que sa cliente souhaitait repenser les termes de la négociation dans un esprit de conciliation. Les 40% de l'entreprise ont disparu de la table. La pension alimentaire à vie de 8 500 € a disparu de la table. Les 350 000 € pour dommages moraux ont disparu de la table. L'appartement, qui n'était jamais légalement possible, a disparu de la table. Maître Dubois a tout écouté, a pris des notes et a répondu avec la phrase qu'il avait préparée depuis le premier jour. Celle qui résumait toute notre stratégie, mon client ne cherche à détruire personne. Madame la médiatrice, mon client a seulement demandé depuis le début que chacun garde ce qui lui appartient. Madame Sophie garde ce qui est sien, ses affaires personnelles, sa voiture, ses bijoux, ses propres comptes, et quelque chose d'autre qui lui appartient entièrement, les conséquences de ses décisions. Mais avant de conclure, Maître Dubois a ajouté une chose de plus, et cette chose, je l'avais demandé. Il y a, cependant, une question en suspens qui est non négociable et qui n'a rien à voir avec Madame Sophie. Mon client et Madame Nathalie déposeront cette semaine une plainte formelle contre Monsieur Laurent Dubois pour fraude, usurpation d'identité commerciale et acquisition illégale d'actifs. Et nous voulons que soit enregistré que nous invitons Madame Sophie à se joindre à cette plainte en tant que victime. Sophie a levé la tête pour la première fois depuis 1 heure, m'a regardé, et dans ce regard, il ne restait rien de la femme du « fini avec vous ». Il n'y avait qu'une question muette, incrédule, presque enfantine, « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Je n'ai pas répondu par des mots. Ce n'était pas nécessaire, mais je vais vous y répondre, car mon père ne m'a pas élevé pour enfoncer les gens quand ils sont à terre. Il m'a élevé pour que les personnes tombées ne m'entraînent pas avec elles. Ce sont deux choses très différentes. Et dans cette différence réside toute la dignité d'un homme. L'audience a été ajournée. Les accords devaient être signés dans 10 jours. Et alors que nous rangions nos dossiers, Nathalie s'est approchée de moi et a dit à voix basse la phrase qui m'est restée en tête tout le chemin du retour. Vous voyez, monsieur Marc. Cette fois, le film s'est terminé différemment. Il suffisait que quelqu'un connaisse le script. Il ne restait qu'une scène, la dernière. Et la vie, qui est parfois un meilleur scénariste que quiconque, l'avait réservé pour un endroit inattendu. Les accords ont été signés 10 jours plus tard, sans audience, sans discours, sans presse. Sophie a signé d'une main qui ne tremblait plus de rage, mais d'épuisement. Elle a gardé ses affaires personnelles, sa voiture, ses bijoux et ses comptes, pas un sou de l'entreprise, pas un mètre de l'appartement, pas un mois de pension alimentaire, exactement ce qui lui appartenait. Ni plus, ni moins. La plainte contre Laurent a été déposée la même semaine, comme je l'avais promis à Nathalie. Et ici, la vie a fait l'un de ces mouvements qu'aucun scénariste n'oserait écrire. Sophie s'est jointe à la plainte en tant que victime. La troisième sur une liste qui, lorsque les enquêteurs ont commencé à tirer le fil, s'est avérée contenir 5 noms dans 3 villes différentes, 5 femmes, 5 mariages démolis, le même collier en bois. Ils l'ont trouvé 4 mois plus tard dans une ville côtière du Nord, exploitant un tout nouveau centre de guérison énergétique sous son 4e nom commercial. Il avait déjà une nouvelle étudiante, la femme d'un exportateur de fruits. Il est arrivé à la première audience dans une chemise en lin et un air d'être incompris, parlant de persécution par des esprits matérialistes. Les juges, qui étaient généralement insensibles aux énergies, ont préféré les documents, ceux de Nathalie, les miens, ceux des autres victimes qui sont apparus lorsque l'affaire est devenue publique. Aujourd'hui,
Laurent fait face à un procès pour fraude aggravée et acquisition illégale d'actifs. Il lui est interdit de quitter le pays et ses comptes sont gelés. Et surtout, ce que Nathalie avait posé comme condition non négociable cet après-midi-là au bureau, son nom, ses alias et sa photographie sont du domaine public. La prochaine dame avec un mari riche qui cherchera son nom sur Internet ne trouvera pas de mantra. Elle trouvera la vérité. Nathalie m'a appelé le jour où elle a été informée de l'ouverture officielle de l'affaire. Elle n'a pas dit grand-chose, juste 6 ans, monsieur Marc. 6 ans à attendre que quelqu'un me croie. Je lui ai dit de ne pas me remercier, que son courage avait protégé des femmes qui ne connaîtront jamais son nom. Il y a des dettes que l'argent ne peut pas payer et la mienne envers Nathalie en fait partie. Aujourd'hui, c'est une amie de ma famille. Ma famille lui doit un nom propre. Et Denise. Denise est apparue à mon bureau un mardi de mars, 5 mois après la médiation. Sandrine m'a notifié à l'interphone d'un ton qui était presque une question. Laissez-la entrer, ai-je dit. Elle est entrée différemment. Sans plat de nourriture, sans mise en scène, sans le mot office préparé sur ses lèvres, elle s'est assise devant mon bureau, a ouvert son sac à main, en a sorti une enveloppe et l'a poussée vers moi. C'est 300 €. Je sais qu'à côté de ce que vous avez dépensé pour moi pendant toutes ces années, c'est un chiffre honteux, mais c'est ce que j'ai pu réunir en vendant quelques affaires. Je vais continuer à payer petit à petit. En commençant par l'opération. J'ai regardé l'enveloppe. Je l'ai regardée. 71 ans, les mains jointes sur son sac à main, la dignité réassemblée à la main après l'effondrement. Pourquoi maintenant, Denise? Elle a mis du temps à répondre. Et quand elle l'a fait, elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé par la fenêtre. Parce que je savais, Marc, pas tout, mais j'en savais assez. Je savais qu'il y avait un autre homme. Je savais que tu ne le méritais pas. Et je me suis tu. Pire, j'ai dit du mal de toi dans ton propre salon. Je me suis dit que c'était pour le bien de ma fille, mais c'était pour le bien de l'allocation mensuelle. Elle a pris une profonde inspiration. Quand une mère fait le mauvais choix, elle doit au moins pouvoir le dire à voix haute. Je suis venu le dire à voix haute. J'ai repoussé l'enveloppe de son côté du bureau. Je ne veux pas l'argent, Denise. Gardez-le ou utilisez-le pour vos médicaments. Mais ce que vous venez de dire, je l'accepte et ça a de la valeur. Elle a pleuré un peu sans faire de bruit, comme les personnes âgées pleurent quand elles n'ont plus la force pour le drame. Avant de partir, à la porte, elle s'est retournée. Ma fille travaille, vous savez, dans un magasin de décoration. Elle vit dans un petit appartement loué. Elle ne me demande rien. Je pense que pour la première fois de sa vie, elle ne demande rien à personne. Elle a fait une pause. Je ne sais pas si c'est une punition ou une guérison. Marc, peut-être les deux, Denise. Parfois, c'est la même chose. Et maintenant la dernière scène, celle que la vie m'avait gardée pour l'endroit le moins attendu. C'était un samedi de mai, presque un an après ce dimanche des valises. J'étais allé à un marché dans une ville voisine, un de ceux avec des étals de fruits et de farine parce que j'avais commencé à cuisiner le week-end. Un de ces petits changements qui apparaissent quand la maison n'est plus en guerre. Je portais un sac d'orange quand je l'ai vu. Sophie derrière le comptoir d'un stand vendant des plantes et des pots faits à la main, portant un tablier vert, les cheveux attachés sans être allée au salon de coiffure, s'occupant d'une dame qui n'arrivait pas à se décider entre 2 plants de lavande. Pas de bijoux, pas de maquillage de guerre. Elle enveloppait le pot dans du papier journal avec un soin que je ne l'avais jamais vu mettre dans quoi que ce soit dans notre maison. Elle m'a vu quand la dame est partie. Elle est restée immobile, les mains encore pleines de terre. Je suis resté immobile aussi. 1 an plus tôt, cette scène aurait été impossible. Trop d'orgueil d'un côté, trop de colère de l'autre. Elle a fait 2 pas en avant. Je n'ai pas reculé. Marc. Sophie. Un long silence. Et puis elle a dit la seule chose qui restait à dire, la seule chose que ni ses avocats, ni sa mère, ni le miroir n'avaient pu lui faire sortir avant. Je suis désolé. Je ne demande rien avec ça. Je sais que ça n'efface rien. J'avais juste besoin de te le dire pendant que je suis sobre de tout, de lui, de la colère, du plan, de tout. Je suis désolé. Je l'ai regardé et j'ai découvert quelque chose de curieux. Ça ne faisait plus mal. J'ai cherché en moi la blessure pour voir combien elle saignait et j'ai trouvé une cicatrice.
Juste une cicatrice. Tu sais ce qui est le plus étrange, Sophie? Que je te crois. 1 an de retard, mais je te crois. J'ai hoché la tête vers le stand, les pots, la terre sur ses mains. Et ça? Ça, c'est à moi, a-t-elle répondu. Et pour la première fois en 9 ans, j'ai entendu une phrase d'elle sans script. C'est petit. C'est à peine suffisant, mais c'est à moi. Il s'avère que Laurent mentait sur tout sauf sur une chose. Il y a une vie plus simple. Tu ne la trouves juste pas en détruisant celle de quelqu'un d'autre. Tu la trouves en commençant la tienne à zéro. J'ai acheté un pot de romarin. J'ai payé le prix sur l'étiquette. Pas un centime de plus. Et elle m'a rendu la monnaie entière jusqu'à la dernière pièce. Et dans ce petit geste de 2 adultes qui se facturent ce qui était juste, il y avait plus d'honnêteté que dans les 3 dernières années de notre mariage. Je te souhaite bonne chance, Sophie. Tu as déjà bien fait, Marc. Tu as toujours su construire. Je me suis éloigné à travers les étals avec mes oranges et mon romarin et je n'ai pas regardé en arrière. Aujourd'hui, l'entreprise de construction continue de croître. 194 employés, un nouveau projet de logement social dont je suis plus fier que de n'importe quel tour. Sandrine garde toujours mon bureau et mon emploi du temps. J'avoue que je lui ai donné une augmentation sans qu'elle le demande, et elle m'a grondé de ne pas l'avoir consultée. Maître Dubois et Monsieur Martin sont toujours mes boucliers, et j'ai appris à cuisiner mal, mais avec enthousiasme dans une maison où le silence n'est plus un ennemi, mais un repos. Les gens qui connaissent l'histoire me demandent parfois si j'ai pardonné à Sophie. Et je réponds que le pardon, comme les bâtiments, se construit par étapes. D'abord, on nettoie le terrain. Ensuite, on pose les fondations. Et un jour, sans s'en rendre compte, la structure tient seule. Je ne la hais pas. Elle ne me manque pas. Je souhaite sincèrement que son stand de plantes prospère. C'est ce qui se rapproche le plus de la paix qui existe. Et savez-vous ce qui me reste le plus de toute cette histoire? Une phrase qu'elle a dite ce dimanche-là, debout à la porte, c'est ça que fait, l'argent ne l'a jamais rendue heureuse. Pendant des mois, j'ai cru que c'était le plus grand mensonge qu'on m'ait jamais dit en face. Aujourd'hui, je comprends que c'était la seule vérité complète qui soit sortie de sa bouche en des années. Elle avait raison. L'argent ne l'a jamais rendue heureuse. Ni le mien, ni celui qu'elle avait prévu de me prendre, ni celui qu'elle a dépensé en faisant semblant de le mépriser. Parce que le bonheur n'était jamais dans ce que j'avais à la banque, mais dans ce qu'elle n'avait pas à l'intérieur. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème, c'était elle. Dans la vie, qui est le meilleur comptable de tous, règle tôt ou tard les comptes de chacun, ceux qui escroquent avec des procès, ceux qui se vendent par solitude, les complices avec honte, et ceux qui endurent en silence avec la patience de quelqu'un qui sait attendre. À eux, la vie paie avec quelque chose qui ne peut être annulé, ne peut être saisi, et ne peut être divisé dans aucune médiation. La tranquillité de dormir en paix, sachant que tout ce qu'ils ont, ils l'ont construit de leurs propres mains.